Bientôt démarrer. Je voulais simplement vous annoncer donc ce webinaire. On a prévu une trentaine de minutes pour la présentation qui seront suivies des questions-réponses, ou peut-être que Laurent pourra répondre au cours de la présentation. Si vous deviez partir avant la fin, je vous rappelle simplement le principe. Vous aurez deux boutons à votre disposition. Le bouton pour être recontacté si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, et le bouton pour noter ce webinaire. Donc voilà. Je me présente, je suis Corinne Gomez de Global Knowledge. Je suis responsable de l'offre chez Global Knowledge. Et je vais simplement, avant de démarrer et de laisser la parole à notre spécialiste, simplement vous resituer, vous présenter qui est Global Knowledge aujourd'hui. Dans le monde, donc, nous sommes un organisme de formation international donc, présent dans plus de 27 pays aujourd'hui. Et nous couvrons trois pôles d'expertise principaux que sont les solutions IT, donc techniques informatiques, toutes les technologies, la gouvernance et les méthodes, et puis tout ce qui est qui concerne le business management, donc aussi bien le management, le leadership que le développement personnel. Voilà. Donc je laisse la parole maintenant à Laurent. Alors bonjour à tous. Premièrement, je vais vous expliquer donc le titre DevOps, le sujet aujourd'hui, et le titre indispensable en agile, parce que tous les gens qui aujourd'hui font de l'agile à bon escient, et on aura l'occasion de revenir sur ce qu'est le agile à bon escient, ont intérêt à faire du DevOps. Un booster en classique, parce que tout DevOps ne s'applique pas en classique, mais une bonne partie de DevOps peut aider les performances en classique, et un must pour tous, puisque globalement, à partir du moment où on couvre le spectre agile et classique, ça veut dire que tout le monde peut tirer un intérêt de bien utiliser DevOps, et on va essayer d'expliquer ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais vous rassurer, les slides vont être en anglais, mais bien évidemment je parle français. Si jamais j'employais un acronyme ou un mot anglais, ne m'en veuillez pas. Si vraiment il y avait un doute, vous pourrez toujours poser la question et on vous fournira la traduction. Donc voilà, on va d'abord commencer par des basiques sur un projet. Donc un projet se définit par quelques composants qui sont le scope, le time et le cost. Le scope, c'est le descriptif du livrable. Là, dans le schéma, on suppose qu'il n'y aura qu'un livrable. Le time, c'est le temps que cela va prendre pour développer ce livrable, et le cost, c'est l'argent que ça va coûter pour développer ce livrable. Et le bénéfice, eh bien, c'est l'argent que le client ou les utilisateurs qui vont recevoir ce livrable vont être capables de générer. Et donc, un projet se définit par scope, time, cost, bénéfice sur cost, et le ratio bénéfice sur cost doit être supérieur à 1,cc, cc étant le coût du capital. C'est-à-dire que pour qu'un projet crée de la valeur, il faut qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte, et il faut qu'il rapporte plus que le taux auquel l'entreprise emprunte l'argent, le coût du capital. Donc pour clarifier ce point, on distingue deux phases, le project life cycle, c'est-à-dire le moment où on va développer le ou les livrables, et le product life cycle, c'est-à-dire la vie des livrables. Et donc je voulais faire cette petite mise au point pour qu'on clarifie les choses en classique et en agile. Alors, on voit là un petit rappel des différents référentiels. Donc vous voyez en haut la ligne, la partie rouge développement, et la partie bleue opération, qui correspondent au slide précédent, Project Lifecycle Développement, Product Lifecycle Opération. Et donc on voit dans les différents référentiels, ITIL, on voit la partie qui concerne le développement et l'opération. Donc ITIL, c'est stratégie, design, transition, tout ça c'est du développement. Opération, c'est des opérations, et improvement, c'est à cheval sur les deux. PMP ou Prince 2, qui sont les deux référentiels de gestion de projet classique, eh bien on voit ils ne sont que dans la partie développement, donc il n'y a que du rouge. PMP, Initiating, Planning, Executing, Monitoring, Controlling, Closing. Prince 2, Starting, Initiating, Directing, Controlling, Managing, Closing. Donc ça, ce sont PMP et Prince 2, les deux méthodologies de développement de projet en classique. Scrum, tout en bas, c'est le framework de développement en agile. De manière tout à fait comparable à PMP et Prince 2, on voit qu'il n'y a que du rouge puisque c'est du développement. Product Vision, Roadmap, Product Backlog, Sprint Planning, développement, Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Rétrospective. Et on voit que DevOps, qui est entre les deux donc, eh bien, couvre non seulement la partie Dev avec Flow et Continuous Expérimentation, mais aussi la partie Ops avec Feedback et Learning. Donc en gros, on peut dire que
DevOps peut être vu comme l'agile, comme l'ITIL de l'agile. C'est-à-dire ITIL, on le voit dans la première ligne, couvre les deux parties Dev et Ops en classique, et DevOps couvre les deux parties Dev et Ops, mais plutôt appliqué à agile, même si on a dit que classique pouvait tirer quand même un intérêt de DevOps. Donc classique versus agile, c'est ce que je disais dans le agile à bon escient. Aujourd'hui, malheureusement, plein de gens font de l'agile par mode, je dirais, mais pas forcément avec des raisons très claires. Donc classique, c'est quand il est possible de définir le scope total au début du projet, de tout définir au début du projet. C'est quand la valeur est créée principalement à la fin du projet, ça veut dire qu'il n'y a qu'un livrable. Et il n'y a pas de côté incrémental où on va pouvoir livrer des livrables partiels qui vont donner une valeur incrémentale au fur et à mesure. Le scope est non négociable, c'est-à-dire que idéalement, en cours de projet, on ne devrait pas changer le scope. Par exemple, un pont, un logiciel de software, mais je dirais pratiquement tous les développements de produits qui existent aujourd'hui, et à peu près 80% du nombre de projets sont aujourd'hui faits en classique. Un building, une route, un pont, un paquebot, un logiciel de paye, de comptabilité analytique, tout ça c'est du classique. Agile, c'est quoi? C'est quand on est sur des projets très innovants, typiquement les GAFAM Natu. Alors GAFAM, tout le monde sait ce que c'est. Natu, c'est Netflix, Twitter, Uber et Airbnb. Donc c'est quand on est dans un domaine très innovant et on n'est pas capable, mais pour des bonnes raisons, pas parce qu'on est incompétent ou procrastinateur, mais on est capable pour des bonnes raisons. On n'est pas capable de définir le scope dès le début. Donc on va affiner le scope en cours de développement, on va déployer de manière incrémentale des livrables qui ne sont pas parfaits, mais qu'on va affiner. Donc Progressive Discovery, Refining on Scope, typiquement c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, et la version qui est sortie il y a 10 ans n'était pas aussi complète que la version qui est sortie, qui existe aujourd'hui, et ils ont affiné au fur et à mesure parce qu'on était dans un domaine nouveau. Donc la valeur est créée de manière incrémentale, donc les versions qui ne sont pas parfaites peuvent permettre de créer de la valeur. Le scope est négociable, c'est-à-dire qu'on va faire au mieux, on prétend pas faire un produit parfait. Il y a un effet time to market parce qu'on est dans l'innovation, c'est-à-dire que c'est le premier qui arrive avec une innovation qui va avoir un avantage compétitif sur les autres. C'est pour ça que l'important c'est d'aller vite. Il peut y avoir un effet first take all, c'est-à-dire le premier qui arrive sur un marché, eh bien bloque les entrées pour les autres et ça devient la référence. On a vu ça avec Amazon, on a vu ça avec Google, avec Facebook. Et ça s'applique, comme j'ai dit, typiquement aux GAFAM ou au Natu. Alors, Right Tool, Hammer and Screwdriver, je dirais que classique et agile, c'est l'idéal c'est d'avoir les deux outils. C'est-à-dire quand vous maîtrisez une méthodologie classique ou un framework agile, eh bien vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Pourquoi? Parce que quand vous avez un clou, il faut prendre un marteau, évidemment. Quand vous avez une vis, il faut prendre un tournevis. Si vous n'avez qu'un marteau, évidemment, tout est une tête de clou. Donc, pour éviter de faire des grosses bêtises, eh bien vous avez un marteau et un tournevis, et donc on est sûr normalement qu'en ayant les deux outils, vous n'allez pas faire une bêtise, ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème. Si vous avez les deux outils et que vous prenez un tournevis pour traiter un clou, évidemment c'est un problème, mais là un peu plus grave qu'un problème de méthodologie. Alors, ce petit schéma est génial, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'aurais bien aimé le faire parce que ça explique tout à fait classique et agile. Alors on va commencer par la ligne du bas, like this. On voit très bien, ça c'est un développement agile, c'est-à-dire c'est incrémental et itératif. Admettons qu'il y ait 10 000 ans, quelqu'un ait l'idée de sortir le skateboard, eh bien on voit que le skateboard c'est pas un produit parfait, mais déjà quand on le déploie, eh bien il y a un marché, il y a tout un tas de jeunes qui montent sur le skateboard et qui l'achètent. Et puis en cours de route, on s'aperçoit que c'est bien le skateboard, mais faut avoir un bon équilibre, et donc pour doubler le marché, pour atteindre les gens un peu plus âgés, eh bien on rajoute un guidon et ça fait une patinette. Et là on multiplie le marché par deux, alors qu'au début on ne savait pas forcément. Et puis après on s'aperçoit que les petits trous c'est bien, mais quand il y a un nid de poule, eh bien on tombe, donc on agrandit les roues, on fait un vélo et tout. Donc on voit, et ensuite on met un moteur, et ensuite on fait une voiture. Donc tout ça se passe sur 10 000 ans. Il y a 10 000 ans on fait le skateboard, et en 1900, la Ford T, on fait la voiture. Et donc on voit bien que ça c'est typiquement un processus incrémental et itératif. Incrémental, chaque élément là, à chaque fois crée de la valeur. Et itératif, parce que on a amélioré à chaque fois, et on est d'accord qu'on ne peut pas reprocher à celui qui a fait le skateboard de ne pas avoir eu directement la vision de la voiture.
D'accord? Donc ça, c'est de l'agile. Et donc tout ce qui est innovant, itératif, incrémental, c'est de l'agile. Mais on est bien d'accord qu'une fois que la voiture est stabilisée, c'est-à-dire en 1900, et que globalement, à part la conduite autonome dont on parle depuis 5 ans, les voitures n'ont pas tellement évolué depuis 1900. On est d'accord que si on déploie une roue, quand on a commencé à faire une roue, la ligne du haut, on est d'accord qu'il n'y a pas de valeur, c'est pas incrémental, ça sert à rien. Si on déploie un essieu, ça sert à rien. Si on déploie une voiture mais sans moteur, ça sert à rien. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de valeur incrémentale parce que la valeur est fournie que quand la voiture est complète, tout au bout. Et on voit bien aussi qu'il n'y a rien d'itératif puisque normalement, dès l'origine, on doit être capable de définir toute la voiture et c'est pas en cours de route qu'on va définir le moteur, le nombre de roues, le nombre de places, le nombre de trucs. Donc, en bas, c'est de l'agile pur, en haut, c'est du classique pur. Et enfin, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris ça, mais il y a encore un petit point plus difficile, c'est qu'on dit, bon, j'ai compris tout ce qui est nouvelle technologie, en gros, web, business model ou mobile, c'est de l'agile, et le reste, c'est du classique. Bah, pas vraiment, parce que quand Jeff Bezos a fait Amazon il y a 10 ans, et qu'il a amélioré de manière incrémentale, on est d'accord que c'est un développement purement agile. Et aujourd'hui, ça reste un développement purement agile dans les nouvelles fonctionnalités qu'il rajoute chaque jour. Mais on est d'accord que si aujourd'hui, vous voulez faire une application avec un site où vous mettez vos produits et puis on crée un profil et puis on remplit un panier et puis on rentre sa carte de crédit et puis on se fait expédier ça, aujourd'hui en 2018, ça c'est un mini Amazon, mais autant quand Jeff Bezos l'a fait il y a 15 ans et jusqu'à maintenant et qu'il l'a amélioré, c'était de l'agile, mais autant aujourd'hui vous êtes une société qui se fait un petit site comme ça, c'est plus de l'agile, c'est du classique. Parce qu'on est capable de spécifier ça sans erreur dès le début. Et c'est bien là le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui font raccourci en disant dès que c'est du web ou dès que c'est des applications mobiles, eh bien c'est de l'agile, pas forcément. Si c'est fait pour, si vous faites sur web ou sur mobile un site tout à fait classique, il n'y a aucune raison de faire d'erreur et vous devez être capable normalement de tout spécifier dès le début, sans faute. Alors, DevOps, en gros DevOps, ça vient après Agile, et Agile, ça vient après la révolution d'Internet. En gros, jusqu'à il y a 20 ans, tout allait bien, le monde avançait doucement, et puis il y a 20 ans, il y a un séisme qui arrive, ça s'appelle Internet, 20, 25, 30 ans. Et on voit qu'il y a un boom, je dirais, d'innovation potentielle, et donc les gens du développement, notamment du développement informatique, eh bien, ont la pression de la part du business pour être plus rapide, pour sortir des innovations. C'est l'explosion de tous les web business models d'il y a 25 ans. Et donc, pour faire face à ce goulot d'étranglement qui existait entre le business et le développement il y a 25 ans quand Internet est arrivé, eh bien, il y a eu l'apparition des frameworks agiles. Et donc, on a remplacé les méthodes classiques, waterfall, par les frameworks agiles lean. Et puis, les ops sont restés, n'ont pas fait leur révolution, ils sont restés un petit peu comme avant, et aujourd'hui, depuis 2009, puisque la date officielle de naissance de DevOps c'est 2009, eh bien, DevOps, c'est la dernière, je dirais, le dernier segment, c'est-à-dire qu'on va appliquer la révolution qui a été apportée par l'agilité au développement il y a 25 ans, eh bien on va l'appliquer aux ops, aux opérations, pour qu'il n'y ait plus de goulot d'étranglement entre les besoins du business, le développement et l'opération, puisqu'un service ne produit sa valeur que quand il est opéré. Développer quelque chose vite, c'est bien, développer quelque chose bien, c'est mieux, mais être capable de l'exploiter bien, c'est nécessaire. Donc, je dirais qu'avec Agile, on a accéléré, on a mis le développement en capacité de répondre aux exigences du business, mais on n'a pas intégré les opérations. Or, il ne faut pas oublier que la valeur est bien produite dans les opérations et quelque chose de bien développé, mais si c'est mal opéré, si c'est mal exploité, eh bien, la valeur ne va pas s'y retrouver. Donc, Agile, Lean, DevOps, c'est, je dirais, mettre tout le flux entre le business, le développement et les opérations sur un même tuyau, sans goulot d'étranglement, si on veut. Les besoins des différentes parties ne sont pas les mêmes. Les développements veulent du changement. C'est ce que je disais depuis 25 ans. On leur a dit il faut aller plus vite, il faut vous adapter plus vite aux nouvelles exigences du marché. Donc depuis 25 ans, avec Agile, eh bien, ils ont dû effectivement s'adapter à ça et aujourd'hui, ils sont un petit peu les champions du changement, ils le revendiquent. Sauf que les opérations veulent, eux, depuis toujours, de la stabilité. C'est-à-dire que quand on a déployé un nouveau logiciel, qu'il est stabilisé, qu'il n'y a plus d'incidents, qu'il n'y a plus de bugs, que le provisioning des configurations s'effectue de manière souple et stabilisée, eh bien les opérations ne veulent pas qu'on revienne redéployer notre version sitôt. Parce que ça met déjà du temps à stabiliser les choses, alors c'est pas pour le refaire. Sauf que
On voit très bien qu'il y a un antagonisme entre les développements qui sont les champions et qui veulent et qui revendiquent d'être les champions du changement, et les opérations qui veulent au contraire de la stabilité. Et donc, ces deux parties, dans un service informatique d'une entreprise, ont des cultures différentes et surtout des besoins différents et des valeurs différentes. Donc, ils communiquent mal, pas, peu, pensent éventuellement pas forcément du bien de l'autre partie. Et un des challenges de DevOps, c'est justement de faire en sorte que ces deux qui sont totalement indispensables à la création de valeur finale arrivent à se parler, à se respecter, à se comprendre, et au-delà de se parler, se respecter, se comprendre, arrivent à travailler ensemble et se sentir co-responsables pour créer in fine de la valeur pour le client. C'est là qu'on prend le marteau, là. Qui soit interne ou qui soit externe. Exactement, pour faire sauter le mur. Alors, la spirale infernale, eh bien, les opérations voient les choses d'une certaine manière, les développements voient les choses d'une autre manière, et on voit très bien que on comprend pourquoi ces gens ne se comprennent pas bien. Les opérations, pour synthétiser, on ne va pas lire en détail, vous pourrez charger la présentation après, mais les opérations, en gros, disent, c'est vrai, depuis 25 ans, les devs se sont considérablement améliorés, ils ont été beaucoup plus réactifs, donc ils ont produit avec Agile beaucoup plus vite, mais parfois beaucoup plus mal. Or, c'est vrai que d'un point de vue d'un ingénieur de développement, avec Agile, on a été capable d'accélérer les temps de développement, mais souvent les développeurs ne voient pas forcément les bugs qui surviennent en opération. Donc si on voulait caricaturer, les opérations disent, c'est vrai que les devs, depuis 25 ans, vont plus vite, mais parfois avec plus de bugs. Or, un logiciel, même s'il est développé rapidement, si c'est pour avoir plus de bugs, au bout du bout, la valeur ne se trouve pas ici. Donc, Agile a permis de faire plus vite, DevOps va permettre, ou se doit de permettre, de faire vite et bien. Vite et mal, ça ne sert pas à grand chose. Vite et bien, ça réellement, ça crée de la valeur. Donc, DevOps va permettre, tout en gardant la vitesse qui avait été introduite par l'agilité, va permettre d'améliorer la qualité en permettant le dialogue et la coopération entre les devs et les ops. Donc DevOps, c'est une culture. C'est important parce qu'on entend plein de choses sur des concepts qui ne sont pas maîtrisés. Alors juste un petit rappel, Agile c'est une culture, DevOps c'est une culture, Scrum c'est un framework, PMP c'est une méthodologie. Donc DevOps c'est une culture. Ça veut dire qu'une culture, ça veut dire qu'il y a des valeurs, des principes, et ça veut dire qu'il y a un noyau dur, mais il y a beaucoup de possibilités d'adaptation. D'accord? Donc DevOps c'est quelque chose de vivant. Officiellement c'est né en 2009 par Patrick Debois. Aujourd'hui c'est Jim Kim qui porte DevOps au niveau mondial. Donc c'est un mouvement professionnel qui renforce la communication, qui souligne la communication, la collaboration et l'intégration entre les développeurs et les gens de l'opération. Donc l'idée c'est de répondre à une demande accélérée pour des softwares de qualité, c'est de reconnaître l'interdépendance des deux fonctions, c'est-à-dire que les devs sans les ops ça sert à rien, les ops sans les devs ça sert à rien, les devs avec les ops ça peut produire de la valeur. Il faut bien que les deux reconnaissent ça, l'un sans l'autre n'est rien. La reconnaissance d'un besoin, je dirais, d'amélioration culturelle avant tout, avant les outils, on va en parler, je sais que beaucoup d'ingénieurs de développement sont très focalisés sur les outils, mais avant de parler des outils, il faut comprendre les mutations culturelles que DevOps va entraîner, doit entraîner, et c'est d'abord prendre conscience des mutations culturelles pour après, bien évidemment, au bout d'un moment, parler d'outils. Mais je dirais que les outils, et c'est pas du tout dénigrer ou mépriser la technique, mais les outils ne sont pas la partie la plus importante. Il faut des bons outils à un moment, mais il faut surtout avoir compris les changements, les mutations culturelles qui allaient devoir se produire avec Agile, avec DevOps, pardon. Alors, support and leverage Agile Lean IT Service, on va voir que DevOps s'appuie sur trois bases, trois piliers que sont le service management de l'IT, représenté souvent par ITIL, le Lean, et puis Agile, souvent représenté par Scrum. Et donc, ça va encourager l'utilisation de l'automatisation à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va chercher à tout automatiser systématiquement, que ce soit en dev, mais aussi en ops, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes psychologiques, et notamment culturels. Alors, le but de DevOps, aligner la capacité de réactivité et les capacités
pour mieux servir le business, produire de la valeur, produire des releases plus fréquentes et plus petites, réduire les efforts et les risques associés à ces releases, améliorer le time to market, puisque dès qu'on est dans l'innovation, c'est le premier qui sera l'innovation qui gagne, améliorer la qualité du code, mais la qualité en général, améliorer la qualité du déploiement. Pas oublier qu'un bon logiciel mal déployé, ça vaut rien. Un mauvais logiciel bien déployé, ça vaut rien. Un logiciel ne vaut quelque chose quand il est bon et bien déployé. Réduire les coûts des itérations et des retards. Instiller une culture de communication et de collaboration entre les devs et les ops, et on va voir qu'il y a du chemin à faire parce que ces deux-là se regardent souvent en chien de faïence, même quand ils sont dans la même entreprise. Améliorer la productivité et enfin améliorer la visibilité dans les requirements, c'est-à-dire la définition du scope, c'est-à-dire la définition du besoin et les process. Agile parfois peut être utilisé à tort, à mauvais escient, parce que on devrait faire les choses en classique, mais comme on n'est pas capable de définir précisément ce qu'on veut à tort, ou qu'on est procrastinateur, c'est-à-dire qu'on repousse au lendemain, et bien souvent, malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui font de l'agile alors qu'on devrait faire du classique. Et DevOps ne va pas résoudre ça, mais ça c'est un autre sujet, on fera peut-être un autre webinaire là-dessus un jour. Alors les composants de DevOps. Donc la culture, hein, c'est le premier volet, hein, donc une confiance élevée, être innovant, être performance oriented, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure tout, ça veut dire qu'on n'a pas d'avis, on n'utilise pas des objectifs, on regarde des chiffres. Et à partir des chiffres, on peut se faire des avis, mais on part pas des adjectifs. On va donner plus de pouvoir aux équipes, mais aussi plus de responsabilités. On va essayer de réduire les variations pour avoir un niveau de qualité à peu près stabilisé, et un esprit de coopération entre les devs et les ops qui n'existe pas aujourd'hui, et on va réussir à faire cela en leur donnant des objectifs et des incentives communs. Après, nous avons les pratiques, et donc là, on va tomber dans les couches plus basses. Quand je dis basse, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est donc les outils. Donc on va monitorer tout, on va essayer de contrôler à distance tout, on va essayer d'avoir un delivery le plus proche du continuous delivery, c'est-à-dire pouvoir déployer à n'importe quel moment quand on le choisit. On va automatiser les infrastructures, everything as a code, provisioning as a code, on en reparlera. On va faire de l'intégration continue, c'est-à-dire qu'un bout de logiciel, tant qu'il n'est pas intégré avec tout le reste, on considère que ça vaut rien. On va automatiser tout, et notamment les tests, et ensuite on va avoir la nécessité, pour pouvoir mettre en œuvre tout cela, d'avoir un controlling de version qui soit propre et des CMDB complètement maîtrisés. Configuration management de database. Voilà la fusée DevOps Skyrocketing, dont on va continuer de parler. Le premier concept fort de DevOps, c'est CALMS, Culture Automation Lean Measurement Sharing. CALMS, donc c'est culture, focus on people, donc ce qu'ils ont dans la tête, et faire en sorte que les gens soient ouverts au changement et à l'expérimentation. On n'a pas peur de faire des erreurs, tant qu'on apprend de nos erreurs. Pour apprendre, il faut bien faire des erreurs. Ce qu'on veut faire, c'est des petites erreurs qui ne coûtent pas très cher. Automatisation, pour faire du continuous delivery et infrastructure as a code, c'est-à-dire provisioning as a code, on va essayer de tout automatiser. Et on va aller très loin, puisqu'on va inverser le raisonnement, on va dire on automatise tout, et s'il y a une raison pour laquelle quelque chose ne peut pas être automatisé, eh bien la personne doit être capable de nous expliquer pourquoi. Et quand on ne sait pas automatiser quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le scripter, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le processer, ça veut dire que c'est presque de l'art à chaque fois qu'on réussit à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas forcément un signe de maîtrise. En tout cas, on va essayer d'aller le plus loin possible. Lean, eh bien, on va piocher largement, comme Agile l'avait déjà fait, largement dans la culture Lean. Donc, on va se focuser sur la production de valeur pour l'utilisateur. C'est-à-dire, on ne va faire que ce qui a de la valeur pour le client, et pas forcément ce qui fait plaisir aux ingénieurs informatiques, aux développeurs qui des fois aiment bien faire un certain nombre de choses pour se faire plaisir. Je le sais, j'ai été développeur, donc ça arrive. Et donc on va faire des small batch size, c'est-à-dire on va faire des petites itérations pour pouvoir, si on fait une bêtise, qu'elle coûte pas trop cher, et surtout avoir les possibilités d'apprendre fréquemment, puisque quand on fait des cycles courts, qu'on apprend fréquemment, c'est l'assurance qu'on fera jamais de très très grosses bêtises. Mesurement, on est agnostique, on regarde que les chiffres. On mesure tout. Et on se fait une opinion, bien évidemment, mais qu'à partir de chiffres. Et si on a une intuition géniale, et on a toujours le droit d'avoir une intuition géniale dans DevOps, eh bien on va essayer de la corroborer par des chiffres. Vous avez une intuition, très bien. Mais votre intuition seule vaut rien.
on collecte des chiffres. Si ça va dans le sens de votre intuition, peut-être que votre intuition est bonne. Si les chiffres ne vont pas dans le sens de votre intuition, on le garde un petit peu de côté. Et donc on va montrer les améliorations, essayer de comprendre, mesurer, comprendre nos erreurs, identifier les causes, agir sur les causes, et dès qu'on comprend quelque chose, on va le partager avec tout le monde, entre les devs et avec les ops, mais aussi avec tous les gens de notre même entreprise. L'idée, c'est quand il y en a un qui a fait une bêtise et qui a tiré une leçon, eh bien pour récupérer le coût de la bêtise, et des fois aller bien au-delà, eh bien on va partager cette connaissance, et ça veut dire qu'en gros, si une bêtise nous a coûté -2, mais qu'on a donné l'astuce pour que plus jamais personne ne la refasse, eh bien ce -2 va peut-être apporter 50 à la boîte. Donc l'idée, le problème, c'est pas de faire des bêtises, le problème, c'est d'identifier les causes et de ne plus la refaire, et de en faire profiter tout le monde. Et sharing, eh bien on va se partager l'information entre les devs et les ops, il n'y a rien de secret, on met tout sur la table, c'est transparent, et on va collaborer et communiquer ensemble. Je préfère l'inverse, communiquer et collaborer. Parce que communiquer, c'est une chose, on se parle. Collaborer, on tire la charrette ensemble. Donc là, on va faire bien mieux que de se parler. On va être solidaire pour faire avancer les choses. Et comme on arrive à rendre les gens solidaires, surtout des gens qui se regardaient Anciens de Faïence depuis longtemps, eh bien, on va leur mettre des incentives communs. Et quand les gens ont un incentive commun sur une équipe dev plus ops, eh bien on va pas se dire ça, il faut que ce soit fait par les devs, par les ops et tout. Il faut que ça soit fait et on va essayer de trouver la meilleure solution pour le faire rapidement parce que c'est l'intérêt de l'équipe. Donc en gros, c'est l'égoïsme individuel qui peut parfois conduire à la solidarité collective. Deuxième concept de DevOps, les three ways. Donc, le premier flow, c'est understand increase the flow of work, c'est-à-dire c'est de la gauche vers la droite, c'est-à-dire essayer d'améliorer, d'augmenter le flux de valeur qui va de la gauche, les développements, vers la droite, les opérations. Tout ça, ça va se faire au travers de l'intégration continue, le delivery continu, le déploiement continu, le value stream mapping, c'est-à-dire on va faire que ce qui a de la valeur, Kanban, c'est-à-dire un système de pull et non pas de push, et la théorie des contraintes, c'est-à-dire comprendre que dans une chaîne, eh bien, la résistance de la chaîne va être basée sur la résistance du maillon le plus faible. Donc l'idée, ça va être qu'on identifie le maillon le plus faible pour le renforcer, et c'est pas la peine de renforcer un maillon qui est déjà plus costaud que les autres. Ensuite, le second, feedback loop, c'est-à-dire shorten et amplify feedback loop, c'est-à-dire que c'est de la droite vers la gauche, c'est-à-dire des ops vers les devs. Ça veut dire que feedback loop, ça veut dire que dès que les ops constatent un problème ou quelque chose, eh bien immédiatement ils le remontent le plus vite possible à l'extrême gauche du dev, c'est-à-dire au début du cycle, pour qu'il le corrige le plus vite possible. Plus une erreur est détectée tôt, idéalement d'ailleurs en dev, moins elle coûte cher à résoudre. Plus une erreur est détectée tard, c'est-à-dire en ops, plus elle coûte cher à résoudre. Donc l'idée, c'est qu'on va vouloir détecter les erreurs le plus vite possible, notamment au travers des tests automatiques, pour pouvoir les corriger vite. C'est un peu le même principe qu'un feu, hein. Un incendie, au bout de 30 secondes, ça se traite avec un verre d'eau, au bout de 3 minutes avec un seau d'eau, et au bout de 15 minutes avec 5 camions de pompiers. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux traiter quand c'est pas trop grave. Et le troisième flux, c'est continual experimentation and learning. Eh bien, on va essayer de comprendre, d'apprendre, de comprendre ce qui ne marche pas, de faire des essais et d'essayer d'identifier les causes et de traiter ces causes. Donc, expérimentation and learning, ça veut dire qu'on n'a pas peur de faire des bêtises, simplement on veut faire des petites bêtises qui coûtent pas cher et dont la leçon aura beaucoup de valeur. Donc on va utiliser ce qu'on retrouve déjà en ITIL, PDCA, Plan, Do, Check, Act, des improvements de kata, donc kata suivant les principes du karaté, un enchaînement qui, comme il a été répété plusieurs fois, devient une seconde nature. Et on n'a pas peur de se planter tant que les conséquences de l'erreur sont maîtrisées, sont faibles par rapport au gain de la connaissance qu'on peut en tirer à chaque fois. On a une question de Fabien. Oui. J'ai l'impression de faire du DevOps avec les équipes et non avec le métier, un user. Je n'ai pas de feature directement pour le métier, alors quelle question se poser pour savoir si je suis bien focus un user? Alors, je relis. J'ai l'impression de faire du DevOps avec les équipes et non avec le métier, end user. Quand il parle des équipes, il parle des développeurs, ouais, des ops. Je n'ai pas de feature directement pour le métier. Quelle question se poser pour savoir si je suis bien focus end user? Alors, peut-être en attendant quelques précisions, mais focus end user, ça veut dire déjà leur donner la parole et les écouter. Les écouter dès le début.
Et focus un user, ça veut dire que le user, de toute manière, il ne va tirer sa valeur que quand le logiciel va être opéré par les ops. Ça veut dire que non seulement il faut écouter dès le début les besoins du client, mais il faut aussi écouter dès le début les ops pour savoir de quoi ils auront besoin pour pouvoir délivrer ce service d'une manière acceptable. Donc voilà, est-ce que on est bien focus en user? J'espère avoir répondu à la question. S'il y a quelques petites précisions, notamment avec les équipes. Ma petite question, c'est qui les équipes? Alors, Fabien, si vous pouvez répondre. Voilà, si on a plus de précisions, on reviendra dessus après. Après, là, il faut respecter le timing. D'accord. Alors, troisième concept fort, l'antifragilité. L'antifragilité, alors il y a la résilience, tout le monde sait ce que c'est que la résilience, c'est la capacité de revenir à un état normal après un traumatisme, hein, donc ça marche en psychologie, ça marche dans l'IT. L'antifragilité, c'est bien plus fort que ça, c'est le concept de tout ce qui ne me tue pas me renforce de Nietzsche, c'est-à-dire que plus on prend de coups, plus on va être résistant. Et donc on va voir que être antifragile, c'est beaucoup plus puissant qu'être résilient. Et on va voir comment l'antifragilité trouve sa place dans DevOps. Alors là, une autre personne nous répond, vous répond à Fabien. Il s'agit de la question des redevabilités entre Dev et Ops et entre Ops et Dev. Alors, redevabilité, si on pouvait, il faudrait creuser, mais en gros, les deux sont à niveau égal redevables vis-à-vis de l'utilisateur final de la valeur produite. Et donc, la question n'est pas de savoir, de dire s'il y a un problème par rapport à la valeur produite, ça vient du dev ou ça vient des ops, c'est-à-dire ça a été mal développé ou c'est mal exploité. La question, ça vient de DevOps. Et un client, quand il paye, il n'y a rien de plus détestable qu'on lui dise ah mais ça ça vient d'un tel, ça vient d'un tel. Un client se fout de ça. Un client paye, il veut un service qui lui apporte de la valeur. Et donc les deux sont au même niveau de redevabilité. Et ce qui est encore plus sain, c'est qu'on soit même pas capable de les différencier. C'est DevOps. C'est-à-dire que quand on est en DevOps, on est un DevOps team member. Mais on n'est pas un dev ou un ops. À partir du moment où on commence à se définir d'où on vient, ça veut dire qu'on n'est pas une équipe. Donc je dirais que les deux sont au même niveau de responsabilité. Et je dirais que pour le client, l'utilisateur, je veux dire la valeur, il se fiche de savoir qui est responsable. Il veut que ça marche. Et ça, c'est le boulot des devs et des ops. Et on ne veut pas savoir d'où vient l'erreur. Elle vient de DevOps, elle vient de l'équipe. Alors, on voit là-dedans agile développement, on voit la flèche, donc implement and build, on voit un petit peu le développement agile. Continuous integration, on va un peu plus loin, donc déjà le continuous integration, ça c'est déjà du DevOps, ça veut dire qu'on ne reconnaît la valeur d'un bout de code que quand il est intégré avec ce qui existe déjà précédemment. Donc ça c'est déjà un plus de DevOps. Continuous delivery, ça veut dire qu'on est capable de déployer à n'importe quel moment, mais qu'on garde quand même un contrôle humain, c'est-à-dire qu'on remplit un silo, mais que c'est un doigt humain qui appuie pour dire là on fait le delivery. Alors que le continuous deployment, c'est quelque chose d'infiniment plus sophistiqué, d'infiniment plus compliqué que le continuous delivery. C'est qu'à partir du moment où on développe et que ça passe les tests en automatique, ça va jusqu'au déploiement en automatique sans intervention humaine. Ça veut dire qu'il y a une énorme marge qui ne ressort pas forcément sur le schéma entre continuous delivery et continuous deployment. C'est-à-dire agile, à bon escient, on a vu, c'est une chose. Continuous integration, c'est un échelon au-dessus, ça veut dire qu'il faut intégrer systématiquement le code. Ça nécessite des outils et surtout une démarche, une vision un peu particulière. Continuous delivery, là ça nécessite beaucoup d'outils et un niveau de sophistication beaucoup plus élevé. Mais alors continuous deployment, c'est carrément 5 étages au-dessus de continuous delivery. Et donc DevOps va au-delà de ça. Donc DevOps, c'est continuous deployment plus. Donc il y a un grand pas entre Agile et DevOps. Quelques exemples d'outils, le slide est volontairement un peu petit pour qu'on ne perde pas trop de temps à chercher. Alors je sais que souvent les gens sont très intéressés par les outils. Je le répète, les outils sont très très importants. Si on n'a pas les bons outils, on ne fera pas du bon travail. Mais je dirais que le plus important à la base, c'est pas de choisir quels outils. C'est d'avoir compris la culture DevOps et d'avoir implémenté les changements culturels dans les relations, dans les niveaux de responsabilité pour pouvoir faire du DevOps. Donc, DevOps, ce n'est pas une question d'outils, mais bien évidemment, à partir d'un certain moment, on aura besoin des outils. Donc, avec DevOps, on va passer du IT focus sur Customer focus, c'est-à-dire on veut faire de la belle IT et on veut faire de l'IT qui procure de la valeur. Des silos entre les devs et les ops avec des cross-functional teams, DevOps. Command and control
à, je veux dire, collaboration entre les devs et les ops, task oriented à outcome oriented, donc on est là pour produire de la valeur au client, blame face à responsabilité, le problème n'est pas de faire des erreurs, le problème c'est d'apprendre de ses erreurs. À la limite, quelqu'un qui fait plus d'erreurs qu'un autre, mais qui comprend mieux ses erreurs, globalement va avoir plus de valeur pour la boîte que quelqu'un qui fait peu d'erreurs, mais qui ne comprend pas la cause et qui refait les mêmes. Réactive à proactive, et résistant à, je veux dire, courageux, c'est-à-dire résistant au changement, courageux, c'est-à-dire accepter de se remettre en cause et de prendre des risques pour prendre des leçons en route et être plus efficace. Alors Agile, on l'a dit, se repose sur 3 piliers qui sont ITSM, c'est IT Service Management, donc c'est ITIL. Lean, c'est une culture Lean de laquelle est dérivé Agile. Et Agile, dans lequel on retrouve très souvent Scrum, qui est le framework le plus utilisé et le plus représentatif d'Agile. Alors, on voit bien la part des opérations qui sont souvent sous-évaluées, notamment par les ingénieurs de développement, qui peuvent parfois avoir tendance à un petit peu mépriser parce qu'ils ne comprennent pas les opérations. Donc les non-functional requirements, les Ops Acceptance Criteria, c'est-à-dire l'idée c'est de demander dès le début, dès la définition du projet, du scope, dès le remplissage de user story d'un product backlog pour parler en mode agile, eh bien quels sont les Ops Acceptance Criteria, c'est-à-dire de quoi ont besoin les Ops pour pouvoir délivrer ce service de manière satisfaisante et performante. Et le gros changement, c'est qu'on va les mettre dans la boucle dès le début, puisque ça sera plus l'équipe de dev qui discute avec le client ou les utilisateurs, mais ça sera l'équipe DevOps qui discute avec le client. Et donc, si les Ops demandent quelque chose dès le début, s'ils ont des arguments pour montrer que globalement ça va être rentable, eh bien ils l'ont. Donc l'idée c'est qu'ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent, ils l'ont à condition qu'ils aient bien intégré bénéfice sur cost, c'est-à-dire ça rapporte quoi, ça coûte quoi, et si le rapport est positif, bien évidemment ils vont l'avoir. Donc ils vont avoir un mot à dire qu'ils n'avaient pas avant, ils vont avoir plus de pouvoir, mais c'est pas au détriment des devs, c'est au bénéfice de l'utilisateur final. Alors, un gros commentaire. Bonjour, on voit que DevOps va plus loin que l'agilité et suit le même courant de pensée, mais il est possible de mettre en place du DevOps avec des équipes avant que celle-ci ait déjà opéré une transformation agile, ou est-il d'abord nécessaire d'agiliser la partie Dev avant de les rapprocher des Ops? Alors, c'est une bonne question. On va essayer d'y répondre rapidement. L'idéal, c'est d'avoir des équipes matures en agile et d'étendre le concept de l'agilité aux opérations et de faire du DevOps après. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, on a dit dès le début qu'il y avait une partie de DevOps qui pouvait s'appliquer à classique. Donc, quand on est dans un cas classique, c'est-à-dire quand vous développez en classique à bon escient, c'est-à-dire que, eh bien, à ce moment-là, bien évidemment, il n'y a pas besoin de former les gens en agile, puisque vous êtes en classique, à bon escient, il faut rester. La question, c'est si vous faites de l'agile à mauvais escient. Donc là, ça devient plus compliqué. Donc si on suppose, pour faire simple, que vous êtes à bon escient en classique ou en agile, je dirais qu'en classique, il n'y a pas besoin d'aller en agile, vous restez en classique, mais vous ne prendrez peut-être que 30% de DevOps, parce que si vous poussez DevOps à fond, en classique, ça va être contre-productif à un moment. Je prends juste un exemple. Si il n'y a pas besoin en classique d'arriver jusqu'à un niveau de 80 releases par 24 heures. C'est un non-sens. Ça serait un niveau de performance qui coûterait trop cher par rapport à la valeur que ça crée. Alors qu'en agile, à bon escient, dans des cas extrêmes, les GAFAM natu, bien évidemment, il y a des jobs, par exemple, Amazon arrive à des 80 déploiements par 24 heures et tout. Donc, pour synthétiser, si vous êtes en agile à bon escient, si vous êtes ou si vous allez vers de l'agile à bon escient, oui, ça serait mieux d'avoir une bonne maturité en agile et de pousser ensuite en DevOps. Est-ce qu'il y a des coachs DevOps pour aider à mettre tout ça en place? On va peut-être en parler plus tard. Oui, ça aide, ça peut être très utile. À terme, bien évidemment, c'est mieux que tout le monde soit autonome, mais bien évidemment, pour aider à faire cette transformation, il y a des gens qui peuvent vous aider, on les appelle coach, on les appelle tout un leader, bon voilà. Bien évidemment, il est souhaitable que vous ayez des gens qui vous aident à faire ça, qui soient dans votre entreprise, que vous fassiez venir pour un temps d'entreprise externe, qui restent avec vous ou pas après, mais oui. Et ça nécessite, dès qu'on touche à la culture, ça nécessite un accompagnement. Les outils, je dirais, c'est que de la technique, c'est pas très grave, ça s'apprend. Les ingénieurs informaticiens savent très bien faire ça, mais la culture, c'est un petit peu plus subtil. Une autre question, alors j'espère qu'on va pouvoir finir, mais quel est l'intérêt réel d'optimiser les coûts des opérations système si les opérations ne se font que tous les 3 à 6 mois?
cas d'un cycle classique. Alors effectivement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que il n'y a peut-être que 30% de DevOps qui s'appliquent en cycle classique, c'est-à-dire tout DevOps ne s'applique pas si vous êtes en classique. Mais il y a quand même des concepts d'automatisation qui peuvent être très très intéressants en classique, mais on est bien d'accord, si vous appliquez tout DevOps en classique, c'est à peu près l'équivalent de traverser Paris avec une Ferrari. Il n'y a aucun intérêt d'avoir une voiture qui va à 250 km/h quand de toute manière la vitesse moyenne pour traverser Paris, ça va être 35 km/h. D'accord ? Par contre, si vous êtes sur un circuit en agile, ça peut être très intéressant d'avoir une voiture qui va à 250 km/h. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout DevOps ne s'applique pas en classique, et donc ça répond, je pense, à la question.